Alors, je pense pas que le film ait fait le point sur tous les secrets, les mystères de l'eau. Je crois qu'il reste encore pas mal de choses à découvrir. Globalement, personne ne connaît les molécules d'eau. On n'en a jamais vu. Il y a 100 trillions de molécules qui tiennent sur une tête d'épingle. Donc, il y a encore de quoi faire côté mystère. Là, on va voir quelque chose d'un petit peu moins mystérieux, en tout cas quelque chose qui devrait être nettement moins mystérieux, la qualité de l'eau. Donc, on va être beaucoup plus terre à terre et pragmatique, voire un petit peu plus scientifique. Je m'excuse par avance pour ceux qui étaient déjà dans la rêverie, la poésie et l'ésotérisme du film. Il y a certains aspects du film, à mon goût, qui sont un petit peu trop ésotériques. Là, on va retourner sur des bases peut-être plus stables, peut-être. Next, please. Donc, quelle qualité d'eau? Frédéric? Voilà. Qualité, on va commencer par parler de la qualité potable. C'est celle qu'on a sur tous les robinets. Alors, on est privilégié à l'échelle de la planète. Il ne faut quand même pas l'oublier. On n'a pas de risque de mourir foudroyé en buvant notre eau. Elle est disponible partout. Le coût est très raisonnable, de 100 à 600 fois plus raisonnable que l'eau en bouteille. C'est la denrée alimentaire la plus réglementée, la plus contrôlée, la plus surveillée. Et puis quand même, elle est souvent moins chargée en minéraux que les eaux en bouteille, sachant, on va le voir un petit peu plus tard, que nous sommes hétérotrophes, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas assimiler correctement les minéraux des eaux, ce que les embouteilleurs de bouteilles occultent allègrement, font croire qu'on va pouvoir assimiler correctement les minéraux et qu'on a besoin de ces minéraux. En fait, si on pouvait assimiler les minéraux des eaux, on lécherait des cailloux. Alors, on ne lèche pas de cailloux, on n'est pas comme les chevaux, on n'a pas léché du sel non plus. On a besoin pour les minéraux de passer par les végétaux. Next, please. Ceci étant précisé, donc merci au SIG pour tout ça. Ceci étant précisé, elle est potable, mais qu'est-ce que ça veut dire potable? Qu'est-ce que c'est que cette norme de potabilité? C'est quand même ça qui est important quand on parle de la qualité de l'eau, de qu'est-ce qu'on mesure pour dire qu'une eau est potable ou n'est pas potable. Bon, bah là on se rend compte qu'il y a seulement une soixantaine de substances qui sont contrôlées, sur potentiellement 143 000 substances chimiques qu'on peut retrouver dans l'eau de rivière ou dans l'eau du robinet. Il n'y a pas de limite de minéralité totale. Et ça, c'est une évolution. Dans le passé, il y en avait. On était à 500 mg par litre dans les années 60. Maintenant, il n'y a plus de limite. On a des trucs très curieux, comme le sodium, qui bizarrement se trouve à 200 mg par litre autorisé, alors que dans les eaux de surface, on ne dépassera jamais les 20 mg par litre. Donc ça, est-ce que par hasard, ce serait pour favoriser les adoucisseurs, tout le business des adoucisseurs, qui balancent du sodium dans l'eau? Je ne sais pas, c'est curieux. Sont des normes techniques. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, dynamiser de l'eau, lui donner de l'énergie pour ensuite la balancer dans des conduits de kilomètres, qui font des kilomètres, avec une pression énorme pour que ça arrive bien chez nous. On ne peut pas non plus tout filtrer, c'est impossible techniquement. Donc il y a aussi une norme économique, ce qu'on peut faire au niveau technique, ce qu'on peut faire au niveau économique, sachant que l'eau de boisson, c'est 2% de notre consommation de l'eau. On utilise à peu près 150 litres par jour, mais il n'y a que 3 litres pour la consommation. Donc si on devait traiter toute l'eau, dont la majorité part pour l'industrie et l'agriculture, à des normes de biocompatibilité, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Ensuite, on a des problèmes liés au traitement lui-même de l'eau. On demande à ne pas avoir de bactéries dans l'eau, donc on met du chlore. Pas de chance, le chlore est un oxydant majeur, on le voit au niveau de la peau. La plupart des problèmes de peau sont liés à des problèmes de chlore qui oxydent et qui irritent la peau. On a de l'ozone, on a du fluor qui est rajouté. Ça, on peut se demander à quoi ça sert le fluor. On ne va pas rentrer dans le débat, mais globalement, c'est un polluant majeur. Et puis, on a aussi des problèmes donc, de pression, de conduite, qui ne sont pas toujours en très bon état, on le voit sur le côté droit. Et puis, il faut savoir que la responsabilité des SIG ou des distributeurs d'eau s'arrête au niveau des compteurs. Après le compteur, c'est une responsabilité des propriétaires. Bref, au-delà de l'absence de germes pathogènes, mais c'est déjà pas mal d'avoir une absence de germes pathogènes, les normes de potabilité, ce sont des considérations industrielles, techniques et ou économiques, essentiellement. Next, please.
Alors des fois, on la maltraite encore plus, cette eau. C'est le cas par exemple des adoucisseurs à sodium. Alors il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé l'année dernière. En mars 2017, le laboratoire cantonal de Turgovie a fait un test sur 23 adoucisseurs. Alors ils ont pris au hasard dans des écoles, chez des particuliers. Et là, ils se sont rendus compte que dans 87% des cas, on avait une prolifération microbienne, au moins double. Et puis même dans 26% des cas, on avait une augmentation des limites légales de 3 à 600 fois. Donc c'est-à-dire que l'adoucisseur crée des bactéries à partir du moment où il n'est pas entretenu correctement, et la plupart donc n'étaient pas entretenus correctement. Et puis dans 90% des cas, on avait l'adoucisseur qui était mal réglé, et donc on avait une corrosion potentielle de la tuyauterie et un relargage de polluants métalliques. Et puis dans 100% des cas, c'est le principe de l'adoucisseur, on enlève le calcium et le magnésium et on met du sodium à la place. Et très franchement, le sodium, on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on en a déjà tous trop dans notre alimentation. Plus des contrôles requis tous les 2 mois pour contrôler que tout va bien, ça coûte assez cher, il y a une pollution en plus via le sel au niveau, c'est pas du tout écologique comme approche. Et donc globalement, c'est pas quelque chose qui est du tout recommandé par les SSIGE, sauf quand éventuellement on dépasse les 32 de dureté français. Next, please. Donc, 4 questions de base à se poser par rapport à la qualité de l'eau à boire. Est-ce que vous arrivez tous à boire avec plaisir 1,5 litre d'eau tempérée par jour? D'eau tempérée, c'est-à-dire on exclut les cafés, on exclut le thé, on exclut les sodas. C'est uniquement l'eau tempérée de boisson, l'eau du robinet ou d'ailleurs. Deuxièmement, est-ce que la peau est hydratée et douce après la toilette? Ou au contraire, est-ce qu'elle va être irritée et asséchée? On peut faire le test avec des jeunes enfants. Est-ce que quand on leur donne pour la première fois de l'eau du robinet, est-ce qu'ils ont plaisir à la boire et vont en redemander, ou au contraire, est-ce qu'ils vont avoir un petit peu de mal à la boire? Et puis les animaux, c'est pareil, parce que les animaux, eux, gardent une sensibilité et un instinct beaucoup plus vif. Et c'est clair que dans des élevages, on constate que y a les animaux ont beaucoup de mal à boire une eau qui va être traitée, chlorée par exemple. Donc si vous répondez non à une question, une de ces questions, c'est que vous avez une intuition, c'est pas aussi bon que ça. Or, l'eau représente plus de 99% des molécules d'un corps humain, donc la qualité de l'eau, c'est quand même un petit peu important. On parle toujours de 70%, ça c'est par rapport au volume liquide, mais en termes de molécules d'eau, on est à plus de 99%. Next, please. Comme le démontre ce petit tableau, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est tiré d'une conférence de Marc Henry. Alors Marc Henry, je vous la conseille, sa conférence, pas forcément son livre sur la physique quantique, qui est complètement incompréhensible, en tout cas pour moi, mais ses conférences qu'on trouve sur Internet en suivant le lien du site, ça c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, 99,1% de molécules d'eau. Next please. Une eau de qualité naturelle. Donc entre la qualité potable et la qualité naturelle, c'est ça qu'on cherche à retrouver en fait. Une eau naturelle pour un organisme, ce qui jusqu'à preuve du contraire reste naturel. Il n'y a normalement pas de polluants, elle est agréable à boire, l'organisme va en redemander, ça c'est une excellente manière de voir si l'eau est plaisante ou pas. On en reprend un deuxième verre. Elle apporte de l'énergie, elle hydrate et elle assouplit la peau. Et de manière beaucoup plus scientifique, elle va correspondre aux données de la bioélectronique de Vincent. Next, please. Rapidement mis au point par l'ingénieur Louis-Claude Vincent, fini par le docteur Jeanne Rousseau, sert à mesurer la qualité biologique de l'eau, mais également l'état de santé et de vitalité des êtres vivants. Et c'est pour ça que c'est une science qui est utilisée par la NASA pour mesurer la santé de leurs astronautes. Donc c'est pas quelque chose de complètement ésotérique, loufoque, c'est quelque chose de très précis, de très scientifique. De fait, c'est la référence de tous les experts en eau. Et globalement, personne n'en entend parler parce que ça gêne beaucoup de monde. On va voir tout de suite pourquoi. Next, please. C'est tabou. Alors j'adore cette citation d'Upton Sinclair. Il est très difficile pour quelqu'un de comprendre quelque chose lorsque son salaire dépend de ce qu'il ne le comprenne pas. Vous dites des bêtises, il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Ça, c'était quelqu'un qui travaillait pour les SIG qui m'a sorti ça quand je préparais une conférence pour Alternativa il y a 2 ans. Et alors je lui ai dit, mais attendez, il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Vous voulez dire que l'eau, il n'y a pas de protons, il n'y a pas d'électrons. Bon, mais il est parti. Il n'a pas voulu continuer
la discussion. C'est clair que de l'énergie dans les eaux traitées du robinet ou dans les eaux en bouteille, il n'y en a quasiment pas. Les eaux traitées du robinet, parce que donc on met le chlore, il y a les mauvais traitements, il y a la pression, il y a les canalisations, etc. Et puis les eaux embouteillées, pas confondre les eaux à la source, au griffon, qui viennent de la terre, qui sont pleines d'énergie, avec ces eaux embouteillées dans des bouteilles en plastique. Le verre serait supérieur pour conserver un petit peu d'énergie, mais en bouteille en plastique, on peut considérer qu'en 2-3 jours, il n'y a quasiment plus d'énergie et que les minéraux qui auraient été assimilés en source thermale à la source ne le sont plus du tout, donc en 2-3 jours. Donc parler d'énergie dérange également beaucoup parce que les médecins n'y sont pas formés, donc plus de 99% de molécules d'un corps humain, mais les médecins n'y sont pas formés. Et puis les scientifiques n'y sont pas formés, ils n'ont pas trop intérêt à être formés parce que quand ils ont le malheur de s'y intéresser, comme par exemple Benveniste, qui est le premier à avoir mis en évidence la mémoire de l'eau, c'était quand même un chercheur au CNRS et il aurait probablement dû recevoir un prix Nobel tellement il était à la pointe sur certains aspects, il a été plus ou moins discrédité par le magazine Nature, qui a vraiment monté une cabale contre lui, et puis par le CNRS qui l'a mis dans un placard, et il en est mort, le pauvre Benveniste. Ça a été repris après la mémoire de l'eau, vous l'avez vu, par Luc Montagnier, qui, pareil, à un moment donné, a été traité de sénile et a même dû partir en Chine pour faire tranquillement ses études sans être stigmatisé trop en France. Bon, l'énergie, il y en a partout, ne serait-ce que parce que tout est énergie. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant la physique quantique rejoint ce que toutes les traditions spirituelles disaient et ont toujours dit, à savoir qu'on est constitué d'énergie, que tout est énergie, que tout est information. Donc la question à se poser est quelle énergie est nécessaire, quelle quantité d'énergie est nécessaire pour assurer la santé et la vitalité d'un organisme. Next. Ah, là ça devient technique. Bioélectronogramme, les 3 mesures de base, c'est ça qui va déterminer la qualité de l'eau. Donc on a le pH. pH, la capacité magnétique du milieu, le taux en protons, ou ion H+. Est-ce que c'est acide ou est-ce que c'est alcalin? Si c'est alcalin, il y a peu de protons. Si c'est acide, il y a des protons. RH2, facteur d'oxydoréduction. Ça c'est en ordonnée. La capacité électrique d'un milieu. Donc on a le côté en abscisse, on a le magnétisme, et puis en ordonnée, on a le côté électrique, le taux en électrons. Est-ce que ça va être oxydant, ou est-ce que au contraire, ça va être anti-radicaux libres, est-ce que ça va être réducteur? Et puis la résistivité, facteur diélectrique, contraire de la conductivité, à savoir la capacité d'un milieu à ralentir le passage d'un courant électrique. Si Claude François avait pris un bain d'eau distillée, il ne serait pas mort électrocuté. Le courant ne passe pas dans l'eau distillée. Il faut des minéraux pour que le courant passe. Et d'ailleurs, les personnes qui sont électro-hypersensibles, ou qui sont en train de le devenir, parce qu'on est bardé d'ondes électromagnétiques partout, déjà leur demander quelle eau ils consomment. S'ils consomment des eaux très chargées en minéraux, probablement ça vient de là leur problème, parce que étant plein de minéraux, le courant électrique passe plus facilement. Next please. Les critères de la qualité de l'eau, ce n'est donc pas que l'eau ait mauvais goût, qu'elle plaise à des goûteurs d'eau ou à des œnologues. C'est plutôt déjà qu'elle soit potable, ça c'est le minimum syndical. Il y a des critères bactériologiques. Ensuite, aussi propre que possible. Il ne vous aura pas échappé que l'eau potable du robinet contient des résidus de médicaments ou des résidus de pesticides. Aussi peu minéralisé que possible. L'homme étant donc hétérotrophe. On ne veut pas de ces minéraux qui vont encrasser l'organisme. Et la publicité le dit. Vous buvez des minéraux en excès que vous éliminez aux toilettes. Buvez, éliminez. Sauf qu'on élimine aux toilettes, bien sûr, travail des reins. Au début, ça va bien, puis au bout d'un moment, on se fatigue parce que les reins sont surstimulés. Et puis alors, aussi vivante ou énergétique que possible. Alors ça, c'est vraiment le critère qui n'est pas du tout abordé par personne. Parce que si l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et non parce qu'elle apporte, elle doit quand même apporter de l'énergie à l'organisme. Next. Donc, les critères de la qualité de l'eau selon la BEV, de l'énergie dans l'eau. Ça n'a rien d'ésotérique, l'énergie dans l'eau. C'est est-ce que l'eau a des protons et est-ce qu'elle a des électrons? Et puis après, on veut un minimum de minéraux, de manière et de polluants, tant qu'à faire. À savoir, en bioélectronique, on voudrait moins de 500 mg par litre. Alors, les médecins recommandent moins de 500 mg par litre.
Les naturopathes en général, c'est moins de 200, et en bioélectronique Vincent, donc référence de tous les experts, on dit tous la même chose, moins de 50, entre 10 et 50 mg par litre. Et là, il y a très très peu d'eau qui correspondent à ces critères. Vous avez sur France Montcalm, Montroucourt, Rosé de la Reine. Alors ça vient toujours du même endroit, c'est le Tarn, entre Marseille et Montpellier. En Suisse, on a la Loretana, qui serait la moins chargée d'Europe. On est à 14 mg par litre. Donc elle est magnifique, elle est distribuée dans des magasins bio, dans des bouteilles en verre, donc il faut les choses correctement. Elle coûte juste 2 francs le litre. Voilà. Comparé avec l'eau du robinet, qu'on pourrait éventuellement améliorer. Et puis résistivité, donc ça c'est au moins 6000 ohms, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement chargée en minéraux, donc elle contient bien le passage du courant électrique. Vous voyez le petit schéma, les eaux idéales devraient se situer à ce niveau-là dans le bioélectronigramme, le carré bleu. Next, please. Alors, Genève, où est-ce qu'on se situe? Genève. J'avais téléphoné au SIG en juin 2013. Alors, il m'avait très gentiment répondu, avec quand même une petite pointe d'agacement, quand j'ai par exemple demandé le potentiel redox. Plus exactement le RH2. RH2, ils ne me l'ont pas communiqué, ils m'ont communiqué le potentiel redox. Donc vous voyez tout en bas le petit calcul savant pour obtenir le RH2. Mais globalement, on a réussi à obtenir tout ça. Et puis le pH, ça c'est intéressant de savoir que le pH, il est augmenté artificiellement à 8, pas pour la santé humaine, mais pour protéger la tuyauterie. Parce qu'il ne faut pas foutre la tuyauterie en l'air, n'est-ce pas? Après, c'est les impôts, c'est embêtant. Donc, on protège la tuyauterie, et puis ensuite, comme on a du chlore, et à nouveau, on a de l'oxydation, et donc on le voit. Donc, où est-ce qu'on va se situer? Next, please. Exactement tout en haut du tableau, avec un pH de 8 et un RH2. Donc, 41,72, vous voyez que le maximum, c'est 42, donc on est quand même très très haut, et donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de protons, quasiment pas d'électrons, c'est-à-dire c'est une eau qui n'apporte absolument aucune énergie, au contraire, qui va plutôt en pomper. Next, please. 4 terrains en bioélectronique Vincent. Le terrain 1, ça c'est les terrains des forces vitales, de l'énergie, de la vitalité, riche en protons et en électrons. Terrain numéro 2, on monte un petit peu, ça c'est le terrain de la malbouffe. Il y a des protons, mais il y a très peu d'électrons. Terrain numéro 3, alcalin et oxydé, ça c'est le terrain des virus, des vaccins et des maladies de civilisation, dont le cancer. Très pauvre en protons et en électrons. Et puis le 4, qui correspond aux eaux stagnantes, polluées, source de maladies microbiennes, terrain des bactéries, pauvres en protons et en électrons. Next, please. Donc voilà, mon petit tableau complet que vous trouvez au centre, qu'on pourra un peu plus détailler. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est tout en haut, à droite, on est sur le terrain des cancers, des virus et des vaccins. Et malheureusement, c'est le terrain aussi des eaux de Genève, de même que toutes les eaux traitées du robinet, au chlore. Donc ça c'est un responsable de la santé en France qui avait admis qu'on préférait ne pas avoir de bactéries à l'eau du robinet, histoire d'éviter des procès par exemple, quitte à avoir des cancers plus tard. De toute manière, le cancer est toujours multifactoriel, et donc ça ne posera pas de problème. Ils estiment que l'eau n'apporte que 10%, ne correspond qu'à 10% des polluants de toute l'alimentation. Donc ils admettent bien qu'il y a des polluants dans l'eau, mais ils considèrent que c'est minime. Peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant que l'eau, c'est à nouveau 99% des molécules d'un corps humain. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est tout ce qui est en vert. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui correspond aux aliments haute vitalité. Alors on a tout en bas le trapèze vital pour les graines germées, les fruits frais, le pain complet au levain, le thé vert, la vitamine C. Et on retrouve aussi l'eau hydrogénée, qui est l'eau la plus antioxydante au monde, qu'on peut faire à partir d'une eau faiblement minéralisée, un petit appareil. Donc ça, les meilleurs aliments, ils sont là, à savoir légèrement acides et très antioxydants, donc beaucoup d'électrons pour justement lutter contre les radicaux libres. Et puis on a en orange des aliments déjà un petit peu moins bons, et puis en rouge, en haut à gauche, des aliments nettement moins bons. Et ce qu'on a constaté, c'est aussi pour ça que la bioélectronique Vincent agace beaucoup de monde, c'est que tous les aliments, par exemple, de l'agriculture biologique, frais ou complets, étaient plutôt en vert, et dès qu'on allait sur l'agriculture productiviste, ou la malbouffe, ou les produits raffinés, ou les conserves, on allait toujours vers la droite et en haut, donc
plus alcalin et plus oxydant. On voit le lait UHT, qui est également d'ailleurs dans la zone des cancers, alors que le lait frais, non pasteurisé, serait plutôt à gauche. On a le sucre blanc, qui est bien sûr nettement moins bon que le sucre complet. Voilà, donc à chaque fois on a une correspondance intéressante entre l'aliment industriel et puis au contraire l'aliment frais, l'aliment complet. Donc, à retenir, sain pour la santé, il faut des protons, il faut des électrons, il faut que ce soit donc légèrement acide et antioxydant. C'est ça l'énergie de l'eau, c'est ça la qualité de l'eau. Maintenant, une chose à ne pas confondre, c'est le côté acido-basique. Il y a eu beaucoup de bêtises racontées sur ce concept d'acido-basique et beaucoup d'incompréhension entre ce qui est alcalin et alcalinisant et ce qui est acide et acidifiant. Il ne faut pas oublier l'effet tampon de l'organisme. Vous voulez créer un effet basique dans l'estomac, vous prenez du jus de citron. Donc l'organisme ajuste toujours. Et si les eaux alcalines étaient bonnes pour la santé, on voit par exemple les arguments de l'eau ionisée Kangen qui se trouve en bas à droite. Donc c'est intéressant le Kangen parce qu'on est sur une eau très antioxydante. Pas de bol, pour obtenir ça, on a une eau très alcaline. Et les eaux très alcalines, ce sont les eaux de putréfaction dans la nature, et donc ça correspond là au terrain des bactéries. Donc c'est une eau qui peut être intéressante ponctuellement en thérapeutique, mais certainement pas en eau de consommation courante. Il faut aussi toujours faire la distinction entre des eaux de consommation qui correspondent à ce qui existe dans la nature, et puis des eaux trafiquées qui peuvent être intéressantes ponctuellement pour des pathologies ou sous traitement médical, mais certainement pas au quotidien en consommation courante. Next, please. Donc, ne pas confondre le marketing et la réalité. Ça, c'est donc pris du site des SIG de Genève. Et puis en bas, j'ai une petite pique contre la dernière émission d'À Bon Entendeur du 15 mars 2016, qui était vraiment une honte au niveau des manipulations des consommateurs, avec une œnologue qui trouvait l'eau du robinet extrêmement agréable, bonne minéralité, etc. Et puis la même eau filtrée, alors là ça n'allait plus du tout parce qu'elle avait encore un goût de chlore. Donc j'ai posé la question aux journalistes, savoir comment tout d'un coup le chlore arrivait alors que ça n'avait pas été détecté avant. Et sa réponse ne m'a pas convaincu, donc si vous voulez tout voir sa réponse complète, c'est sur le site internet dans la section manipulation. Next, please. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qu'était que la qualité de l'eau, comment peut-on l'améliorer? Je pense que ça vous intéresse aussi un petit peu, parce que c'est bien gentil de faire peur et de dire que les eaux du robinet sont problématiques, mais si on ne pouvait rien faire derrière, ma foi, il faudrait s'en contenter. Or, il est tout à fait possible de faire quelque chose, et même, vous allez le voir, de limiter drastiquement l'usage du plastique. Next, please. Voilà, comment à partir de l'eau du robinet, disponible partout, peu coûteuse, et potable, peut-on obtenir une eau équivalente en énergie aux eaux de source, eau naturelle, idéalement sans passer par le plastique. Les bonbonnes en bouteille des entreprises, alors ça c'est le pire, parce que ça on fait le plein de bisphénol à chaque gorgée, c'est du polycarbonate pur, c'est vraiment une aberration. Et puis à droite c'est pas terrible non plus parce que l'eau elle est stagnante. On prend de l'eau, on enlève le chlore, on la filtre, et on la met à température ambiante. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut plus se défendre, donc elle chope les bactéries. Donc c'est complètement absurde de filtrer une eau qui est sans bactéries pour au final retrouver des bactéries. Next, please. Première étape, donc, la filtration. Alors il y a pas mal de différents systèmes qui existent. Heureusement, ça donne du choix. Donc on a les filtrations de base, ça c'est du charbon actif, toujours. Parce que c'est pas cher, il n'y a pas de perte de pression, il n'y a pas de gaspillage d'eau. Par contre, il y a 3 générations. Il y a la génération en granules. Alors le granule, c'est ce que vous trouvez dans le gros commerce, c'est ce qu'on trouve pas cher partout. Après, le business, de toute manière, c'est pas la carafe, c'est les filtres à changer régulièrement. Et vous avez intérêt à les changer très régulièrement parce qu'avec la granule, il se passe une chose, c'est que l'eau passe toujours au même endroit. Il y a des rigoles qui se forment et du coup, ce sont toujours les mêmes granules qui voient passer l'eau. Et puis au bout d'un moment, ça gonfle, les polluants sont absorbés. Et puis, quand les polluants sont trop absorbés, vous aurez un relargage massif des polluants. Donc, quand on vous dit de changer la cartouche tous les 50 litres ou tous les mois, vous changez bien la cartouche tous les mois. Sinon, il y a un risque
de relargage. Deuxième génération, cartouche fritée, déjà une plus grande capacité de filtration, plutôt tous les 3 à 6 mois. Par contre, ça supporte très mal les chocs, donc pour peu qu'il y ait eu un choc, eh ben, ça va mal filtrer. Et puis troisième génération, ça c'est du charbon actif tissé. Et ça fait une grosse différence en termes de rétention des polluants, le cas échéant. Et puis ça fait une très très grosse différence en termes de capacité de filtration, puisque un petit cylindre de 15 cm va filtrer 80 mètres cubes d'eau. Donc ça c'est énorme. Et un plus gros cylindre pour une maison jusqu'à 2500 mètres cubes d'eau. Une famille de 5 personnes, c'est plutôt 100-150 mètres cubes par an. Donc là, 2500 mètres cubes avec le gros modèle. Bon, si vous voulez, la filtration optimale, c'est l'osmose inverse. Bon, osmose inverse, on filtre tout, on est au milliardième de mètre, donc il reste quasiment plus rien. Il reste même pas toutes les molécules d'eau, puisqu'on a, avec l'osmose, un rejet d'eau, soit au minimum d'1 litre pour 1 litre produit, ça peut aller jusqu'à 6 litres d'eau gaspillée pour 1 litre d'eau produit, parce qu'on veut faire passer des molécules d'eau de 0,3 milliardième de mètre dans des pores de 0,1. Donc il y a une pression énorme et il y a un gaspillage d'eau. Par contre, on enlève tout, les nitrates, les résidus de médicaments, pesticides, bactéries, virus, fluor. Et si on veut se débarrasser des minéraux pour retomber dans les paramètres de la bioélectronique Vincent, ben il y a plus ou moins que ça qui fonctionne. Et puis ce sera donc soit connecté au réseau d'eau, soit non connecté, avec un usage du coup plus particulier. Mais ce sont des produits assez techniques, donc généralement il faut un installateur agréé, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des filtres à changer, etc. C'est beaucoup plus lourd techniquement. Next, please. Attention, je crois que c'est la première fois qu'on voit des bactéries aussi gros au cinéma, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu. Toute eau filtrée entraîne à température ambiante un risque important de prolifération microbienne. Donc les carafes filtrantes, on oublie, ou alors on les met au frigidaire, mais boire de l'eau réfrigérée, c'est pas terrible pour la digestion. Les fontaines en entreprise, ça c'est vraiment une catastrophe. Je comprends vraiment pas comment ça existe encore, vu le coût, vu l'encombrement. Si ça tient parce que voilà, il y a un marketing savant des embouteilleurs, des trucs de leasing qui font croire aux entreprises qui font le boulot pour leurs employés. Généralement c'est mal entretenu, généralement l'eau même à la base n'est pas terrible, et puis c'est surtout le plastique. Le plastique des petites eaux en bouteille, il n'y a pas de problème, c'est du PET. Ça c'est un code 0. Le code 0 c'est tous les autres types de plastique, et là en l'occurrence c'est du polycarbonate. Donc vous faites le plein de bisphénol à chaque gorgée, parce qu'en fait ces bonbonnes, on doit les nettoyer, on doit les remplir plusieurs fois, et donc c'est un autre type de plastique. Et puis un dernier problème, c'est le réservoir d'une eau osmosée qui par exemple va être abandonné pendant une semaine, le temps de partir en vacances. Si ce réservoir n'a pas été dynamisé pour redonner de l'énergie à l'eau, quand vous revenez, l'eau elle sent pas bon parce qu'il y a eu une prolifération microbienne. Next please. D'où l'importance de la deuxième étape qui est la dynamisation. Alors il y a plein de manières de dynamiser. On peut mettre des pierres, des symboles, une forme, un mouvement, des électrodes, de la musique, des mots. Vous avez vu ça dans le reportage avec Masaru Emoto, des petits peu de citron bio, du sérum de Quinton, et puis les pensées, les prières, l'affirmation, l'amour. Qu'est-ce qui à votre avis est le plus efficace là-dedans ? Allez, par ordre de priorité, diriez le moins efficace en premier, pour autant qu'on puisse faire une classification scientifique. Je dirais que le moins efficace, ça va être... non, c'est dur à dire. Peut-être le plus efficace, plutôt. Marc Violet. Marcel Violet. Oui, alors Marcel Violet, c'est intéressant parce que c'est effectivement le seul procédé qui a été entériné par l'Académie de médecine en son temps. Il y a eu un test de fait sur un hôpital à Roubaix de 4000 lits. Pendant 1 mois, tout le monde a dû boire cette eau vitalisée. Et ils se sont rendus compte qu'ils diminuaient de 50% la durée d'hospitalisation et de 50% la prise de médicaments. À partir de ce moment-là, l'Académie de médecine n'a plus voulu en entendre parler. Non, moi, personnellement, je dirais que le plus efficace, c'est les pensées, la prière, les incantations qu'on peut faire à l'eau directement. Le problème étant qu'on doit être centré pour le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut que ce soit sur une durée suffisante. Il existe un petit dispositif qu'on branche entre 2 bouteilles d'eau pour faire un petit vortex. Mais le mode d'emploi le précise bien. Il faut faire le processus pendant 15 minutes.
Et puis, il faut faire une prière à l'eau pendant le processus. Alors du coup, c'est quoi qui fonctionnait? C'était le vortex ou c'est la prière? Donc, se pose rapidement la question de ce qui est pratique, de ce qu'on va pouvoir faire facilement, sans trop, même si on n'est pas dans un bon état d'esprit, si on est un petit peu en colère ou pressé. Il paraît qu'on est un peu stressé dans notre monde occidental, hein, le stress de l'Occident, stress oxydatif. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut varier les plaisirs. Next, please. Et on peut combiner les approches. Donc on a des fontaines d'osmose qui ont à la fois l'électrode en argent, Marcel Violet, puis une écoute de musique classique en continu. Il y avait la Mélusine, maintenant il y a la petite Iona. Les caraves vont combiner le symbole, la forme, et puis on peut même mettre des pierres à l'intérieur. Et c'était intéressant de voir que en mettant des pierres différentes, on avait encore une texture de l'eau qui ressortait différemment. Et puis en bas à droite, sans doute ce qui se fait de mieux en termes de revitalisation de mon point de vue à l'heure actuelle, le revitaliseur GIE 3000. Alors ça c'est plutôt pour une maison ou alors pour une salle de bain, on peut aussi installer en salle de bain, avec là pour le coup des milliards de vortex. Il y a une quinzaine de principes de fonctionnement, il y a aussi une gestion intelligente du calcaire qui est faite. Mais ça, on a mesuré, un avocat de Genève a fait venir un radiesthésiste après s'être équipé, on est équivalent aux meilleures sources suisses. Et j'ai dernièrement un client qui est venu, il avait un pendule autour du cou, donc il a mesuré toutes les eaux du centre. Alors l'eau du robinet, on était autour de 3000, les eaux osmosées autour de 15-20 000, et puis revitaliseur, on était à 40 000, donc l'équivalent des sources, des meilleures sources. Hydrogène, on était même à 60 000, l'eau hydrogénée. Mais ça reste une eau thérapeutique. Alors après, le choix, ça va se faire naturellement en fonction du budget, en fonction de la configuration. Si on est en maison ou en appartement, on ne va pas faire la même chose. Puis les contraintes techniques, est-ce qu'on veut changer des filtres tous les ans, est-ce qu'on veut ne pas se compliquer la vie et avoir quelque chose qui dure ad vitam, sachant que par exemple le revitaliseur, il n'y a absolument aucun entretien une fois installé. Donc ça coûte plus cher à l'achat, mais après on s'y retrouve. Next, please. Les arnaques, malheureusement, sont légion. Peut-être prennent-ils justement exemple sur les pouvoirs publics avec la qualité de l'eau du robinet, peut-être sur les embouteilleurs avec la qualité de leur eau en bouteille. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques sur les systèmes de filtration. Alors, comment repérer si c'est une arnaque, si c'est sérieux ou pas? Déjà, si on vous parle d'eau pure, parce que l'eau pure, ça n'existe pas dans la nature. Donc, même si on arrivait à obtenir une eau pure à partir d'une eau du robinet, ce qui est quasiment impossible, à part peut-être avec la distillation, elle ne serait pas conseillée cette eau, parce qu'une eau qui est vide, qui n'a absolument aucun minéraux, elle va avoir tendance à pomper les minéraux de l'organisme. Donc, en cure sur 21 jours, ça peut être intéressant. Par contre, en consommation courante, on évite. Donc, eau pure, quand c'est pour vous vendre de toute manière un système de charbon actif, ça c'était le cas de Cartis en France, on oublie. Vous parle d'eau alcaline. Alors ça, c'est plutôt Kangen, ou les eaux ionisées. Il faut de l'eau alcaline parce que nous sommes tous en acidose. Pas de bol, l'eau alcaline va justement créer l'acidose, puisque ça correspond à des eaux qui sont peu chargées en protons. Et donc à nouveau, si l'eau alcaline était bonne pour la santé, ça se saurait, les eaux du robinet sont toujours alcalines, il faut bien protéger la tuyauterie. On va vous promettre des résultats de santé spectaculaires, il ne faut pas non plus exagérer. Une dynamisation, alors ça, il y a pas mal de systèmes qui parlent de dynamisation, parce qu'ils ont dû entendre parler que c'était important, mais quand on demande à voir un schéma ou quand on demande des explications, alors là, il n'y a plus personne, on est incapable d'expliquer quel type de dynamisation on trouve, donc ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis, un revendeur d'un système unique, ce qui est quand même généralement le cas, puisqu'on a des sociétés qui embauchent des personnes pour vendre leur système. Naturellement, ils ne vont connaître que leur système, et puis ils vont essayer de critiquer les systèmes concurrents. Il n'y a pas de système parfait, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Il y a des systèmes qui correspondent donc à des configurations, à des budgets, à des contraintes techniques, et donc il est bon d'avoir un minimum de choix et de recul par rapport pour être capable de comparer tous les systèmes. Next, please. Donc, pourquoi dynamiser au-delà de limiter la prolifération microbienne des eaux stagnantes? Il y a un aspect qui, du tout, est quand même assez important, c'est
éliminer l'information polluant, l'information pollution. Je prends l'exemple là de l'homéopathie. L'homéopathie, qu'est-ce qu'on fait? On met une substance active dans l'eau et puis on dilue, on dilue, on dilue. Donc on prend une goutte à chaque fois qu'on met dans un deuxième récipient et on dilue. Au final, on n'a plus rien physiquement en termes de substance active. Mais l'information demeure. Pour les polluants, c'est pareil. Vous pouvez faire passer l'eau dans tous les filtres que vous voulez. Si vous n'avez pas une restructuration de l'eau, une réinformation de l'eau, une redynamisation de l'eau, il y a des termes différents, mais globalement, ça fait plus ou moins référence à la même chose, l'information polluante demeure. Et ça, c'est problématique si on considère que tout est énergie, que tout est information. Si l'information passe, les cellules de votre organisme vont la capter, cette information. Et puis, à droite, on a par exemple ce qu'on fait de merveilleux à l'heure actuelle. On stocke l'eau dans des châteaux d'eau, bardés d'antennes relais, entourés de câbles électriques, sachant que là, pour le coup, comme on est sur une information subtile de pollution électromagnétique, il n'y a pas de substance physique dans l'eau, alors là, bon courage avec des filtres pour enlever cette information-là. Il faut redonner une autre information, restructurer l'eau, pour retrouver l'énergie d'une eau naturelle et boire avec plaisir 1,5 litre d'eau par jour. Quand l'eau est agréable, on boit facilement 1,5 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. L'organisme en redemande. On a plaisir à la boire, les enfants ont plaisir à la boire. Les animaux aussi, naturellement, se précipitent plutôt sur cette eau-là plutôt que l'eau chlorée. Next, please. Alors, on peut presque également, en dynamisant, sauver la planète. Pourquoi? Parce que quand on a une eau de qualité à partir d'une eau du robinet, on n'a plus besoin des eaux en bouteille. Or, une eau en bouteille, c'est 7 litres d'eau pour fabriquer la bouteille, c'est 50 litres d'eau, on estime à 50 litres d'eau utilisée pour chaque litre d'eau minérale consommée, avec le transport, avec la manutention, avec tout ce que ça représente en recyclage, seulement 12%, 500 ans quand même pour se dégrader, alors qu'on peut obtenir une meilleure eau au robinet. J'ai été invité dans le Tarn par un sportif de haut niveau qui a une source à côté de Montroucou. D'ailleurs, Montroucou, de temps en temps, prend dans cette source. J'ai goûté l'eau, on a goûté l'eau à la source. Elle était magnifique. La même eau 30 minutes après l'embouteillage. C'était plus du tout la même énergie. Elle n'était pas mauvaise, cette eau. Elle était même, je vous dis, équivalente à Montroucou, Montcalm, donc les meilleures eaux de source, parce qu'elle avait peu de minéralité. Mais en termes d'énergie, il n'y avait quasiment plus rien. Et on s'en rendait compte immédiatement. Donc là, avec un système correct de filtration et de dynamisation, la dynamisation étant même supérieure et plus importante que la dynamisation si on est sur une eau de qualité potable, eh ben on va obtenir une eau beaucoup plus douce et généralement agréable à boire que ces eaux en bouteille. Next, please. Donc, le discours responsable, ce ne serait pas de faire croire que l'eau du robinet est d'excellente qualité. Lancer des campagnes marketing pour inciter tout le monde à boire cette eau, y compris des hôtels, demander à des journalistes d'encenser l'eau traitée parce que l'émission précédente, ils avaient osé dire qu'il y avait des pesticides et des résidus de médicaments. Donc là, ils se sont fait taper sur les doigts, ils ont dû faire une émission qui encensait l'eau du robinet, à bon entendeur. Traiter de complotistes ceux qui pensent autrement. C'est comme ça que se terminait l'émission. Ceux qui s'intéressaient à la qualité de l'eau étaient des adeptes de la théorie du complot. C'est pas non plus faire partie d'une secte que de dire que l'énergie de l'eau, c'est important. Et au bout on n'est pas si naïf que ça. Dire ça, avoir ce message-là, c'est entériner le business des eaux en bouteille. Et je ne vous apprends rien en disant que Nestlé est le premier embouteilleur de la planète. Donc est-ce que les pouvoirs publics auraient un intérêt à ne pas trop taper sur Nestlé? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Si au contraire on admettait que la qualité d'eau c'est subtil et c'est quand même important vu les molécules que ça représente, qu'on ne peut rien faire correctement en amont, les SIG ils font leur boulot, merci les SIG, ils ne pourront jamais dynamiser correctement, ils ne peuvent pas techniquement supprimer tous les polluants.
Donc c'est aux citoyens qu'il appartient de filtrer et de dynamiser. Si on décidait de sponsoriser, si on décidait de donner l'information, du jour au lendemain, tous ces systèmes qui valent un petit peu cher, parce que c'est jamais que une minorité de personnes qui sont au courant qui l'achètent, si on donnait l'information, si on sponsorisait un petit peu tout ça, le prix pourrait facilement être divisé par 10. Non. Parce qu'il est possible et il est souhaitable de dépasser le plastique. On peut avoir besoin, quand on est en mouvement, quand on est en vacances, quand on va en Asie ou en Afrique par exemple, de prendre des bouteilles en plastique. Là-dessus, on est d'accord, l'eau n'est pas potable. Mais quand on est dans un pays avec de l'eau potable et qu'on a la capacité technique de filtrer et de dynamiser correctement, on n'a vraiment pas besoin du plastique, d'autant qu'à nouveau, le plastique ne sera pas supérieur. Il ne faut pas croire que les eaux minérales en plastique sont supérieures en qualité. On vient de trouver dernièrement des résidus de plastique dans l'eau. Il y a des résidus de pesticides, les nitrates explosent, donc il n'y a strictement aucun intérêt à le faire, sauf de se faire plaisir de temps en temps, un petit peu d'eau pétillante pour mieux digérer après le repas. Si on aime le goût, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à se faire plaisir et de ne pas se faire plaisir de temps en temps. Mais en eau de consommation courante, il n'y a vraiment pas besoin de plastique. Ça, c'est le discours à faire passer. Next, please. Donc, merci de nous aider à diffuser ce message de l'eau vivante, hein, les eaux mortes contre les eaux vivantes. Alors, vous pouvez, à nouveau, l'eau vivante, c'est-à-dire qu'il y a des protons et des électrons. On peut avoir un discours très poétique comme on peut avoir un discours très scientifique. J'ai l'impression qu'en Occident, il vaut mieux avoir le discours scientifique que le discours ésotérique. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas quelle heure il est, parce qu'on a un film... Écart ? Écart. Ah bah, très bien, ça veut dire qu'on a au moins un quart d'heure de questions-réponses avant de devoir déménager à côté. Je vous remercie, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Dans le film, on parle d'eau structurée. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire un... Alors, la structure de l'eau. L'eau changerait de structure 1000 milliards de fois par seconde. C'est-à-dire que l'eau qui passe avec n'importe quel stimuli, n'importe quelle forme, n'importe quelle musique, n'importe quelle pensée, n'importe quel polluant, va changer de structure. Et c'est ça qui permet de dire au film que ce serait un méga supra-ordinateur, parce que quand on fait la comparaison avec les neurones du cerveau qui se connectent, c'est un petit peu la même structure, un changement de structure en permanence. Bon, c'est pas moi qui ai compté 1000 milliards de fois par seconde, mais ça fait quand même beaucoup. Donc, restructurer l'eau, c'est lui donner l'information, le stimulus nécessaire pour lui faire retrouver une structure correspondant à l'eau naturelle. Voilà, donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne moins bien. Dans la nature, l'eau se restructure notamment avec les vortex. Donc les meilleurs systèmes de restructuration, c'est le vortex. Alors c'est pas n'importe quel vortex, c'est pas un vortex de force centrifuge qui va disperser l'énergie. C'est un vortex de force centripète qui va, au contraire, accumuler l'énergie. On met des polluants dans une eau de rivière, 3 km plus bas, il n'y a plus de polluants, du fait des vortex. L'eau s'est restructurée. Si l'on mélange de l'eau structurée, dynamisée, avec de l'eau qui ne l'est pas, est-ce qu'il y a un effet de contagion qui va structurer l'eau qui n'est pas structurée ? Oui, je n'ai pas de test précis scientifique démontrant ça, mais c'est évident qu'à partir du moment où on met en contact une eau polluée avec une eau chargée d'énergie, il va y avoir, de la même manière qu'une prière, une pensée, une information, une forme, c'est pas une contamination, mais au contraire, on va avoir une diffusion du message positif. Il y a une dilution qui se fait. Il y a une dilution qui se fait, mais il y a un côté, il y a l'information, à nouveau, c'est un petit peu comme le subconscient. Le subconscient, il accepte aussi bien ce qui est positif que ce qui est négatif. Donc si jamais vous avez une pensée négative, vous contrez ça avec une pensée positive, ça va annuler le message qui avait été donné préalablement. Sur l'eau, c'est pareil. Par rapport à une eau qui est morte, polluée, on peut tout à fait, c'est là qu'on est sur un côté miraculeux, elle est morte, on va la rendre vivante à nouveau. Elle peut ressusciter. Et très facilement, ça peut être une goutte de citron, ça peut être... Alors à nouveau, le goutte de citron ne sera pas aussi puissant que si on fait un vortex avec la goutte de citron, on peut multiplier les choses. Et bien sûr, avoir une eau, c'est le principe aussi des eaux de Lourdes ou de l'eau diamant ou d'autres types d'eau, on met juste une goutte
dans un réservoir et il y aura une propagation très rapide de l'information. Par exemple, on va mettre dans notre bain de l'eau structurée pour... Oui, alors là, pour le coup, pour le bain, il vaudrait mieux utiliser déjà un pommeau de douche géothermal qui va déjà structurer l'eau différemment, éviter le... Voilà, il y a des choses plus pratiques, plus faciles à faire, mais il faudrait faire l'essai et voir ce que ça donne. Mais je pensais à autre chose aussi, si on fait, parce qu'on a plaisir à avoir de l'eau gazéifiée, si on gazéifie avec les appareils... Pas bon ça. Ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Mais si on remélange ensuite avec de l'eau structurée, si on prend au départ de l'eau structurée pour le faire d'abord, de l'eau qui est passée dans... Non, si on met du gaz carbonique ou si on chauffe, on perd la dynamisation, c'est pas bon. 1,5 litre d'eau par jour, ça devrait être de l'eau non gazéifiée, de l'eau à température ambiante, pas réfrigérée non plus, pas chauffée. Après, on peut redynamiser avec d'autres systèmes, mais ce ne sera pas de toute manière la même qualité d'eau. En rajoutant de l'eau dynamisée, justement. Vous pouvez essayer, mais ce ne sera pas aussi bon qu'une eau correctement structurée sans gaz dedans. Le gaz, ça fait plaisir, il n'y a pas de raison si ça fait plaisir à la fin d'un repas, mais ça ne devrait pas être considéré comme faisant partie des 1,5 litre d'eau. Question, je crois, là. Oui, c'était ce que vous avez dit qu'il faudrait filtrer et dynamiser, mais le dynamiser, par exemple, à bout de citron, voilà, mais c'est pas filtrer, en fait, ça fonctionne aussi. Le plus important est la dynamisation, mais pas forcément n'importe quelle dynamisation. Pas par rapport à n'importe quelle eau potable. En France, vous avez un certain nombre de régions qui ont eu des dérogations pour sortir de la norme de potabilité. Bon, dans ces cas-là, quand le taux de nitrate explose, quand vous avez des taux de minéraux qui explosent, il faudrait, là pour le coup, filtrer aussi. Mais par exemple à Genève, où on est dans les normes de 200 mg par litre de minéraux, au centre on est même à 120, bon, il n'y a pas énormément non plus de fluor, il n'y a pas énormément d'aluminium. Bon, il y en a trop par rapport aux normes neurotoxiques, mais c'est une eau globalement qui est meilleure que pas mal d'eau potable en Europe. Celle-là, le plus important, c'est de lui redonner de l'énergie. Il faut bien partir du principe qu'à partir du moment où l'eau apporte de l'énergie, vous allez être en mesure plus facilement de vous défendre contre les polluants. Et puis le côté énergétique, c'est donc aussi l'élimination de l'information pollution. À nouveau, on peut faire passer l'eau dans tous les filtres qu'on veut, l'information demeure. Donc même en enlevant physiquement les polluants, si on n'a rien fait au niveau de cette information, bah, c'est comme si quasiment on n'avait rien fait. Donc à choisir entre deux systèmes, plutôt la dynamisation. L'idéal reste de faire les deux. Une autre question, oui. Vous analysez l'eau? Non, on n'a pas on peut mesurer le taux de minéraux dans l'eau. Bon, par rapport à l'eau du robinet, on sait globalement comment elle est, hein, donc on peut donner les critères de base, mais on ne fait pas d'analyse, il n'y a qu'un laboratoire, les laboratoires cantonaux qui font ça. Mais ça, c'est pertinent, je dirais, par rapport à des eaux de puits. Quand on a une source chez soi, qu'on veut être sûr qu'on n'a pas de risque microbien, par rapport à l'eau potable du robinet, franchement non. Mais on sait qu'elle est chlorée, donc elle est oxydante, et qu'il faut enlever le goût de chlore. C'est pas ça qui est vraiment important, c'est vraiment la structure de l'eau. Vous prenez justement, j'avais une personne qui avait de l'eczéma, elle a changé son pommeau de douche, elle est revenue la semaine suivante, elle n'avait plus d'eczéma. Si on change la qualité de son eau au niveau de la peau, on n'a plus besoin de savon, gel douche, shampoing. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire que l'essentiel du business cosmétique est lié à la mauvaise qualité de l'eau du robinet, qui est traitée au chlore, donc oxydante, donc qui assèche la peau, qui irrite la peau. Donc il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêts économiques. 99% des molécules d'un corps humain, donc c'est évident qu'un certain nombre de pathologies sont liées non pas tant aux pollutions de l'eau qu'au fait que très peu de gens arrivent à boire 1,5 litre d'eau. Si on n'est pas hydraté correctement, naturellement on va développer plein de pathologies. Et ça c'est très rentable. Et puis pour le business cosmétique c'est pareil, c'est excessivement rentable d'avoir une eau traitée qui agresse la peau. Au fond. J'aimerais savoir ce que c'est que ces trucs avec un aimant pour dynamiser quand on met cet aimant dans un verre d'eau. Alors ça, personnellement, je ne suis pas fan de tout ce qui va être trop magnétique. J'en ai pas d'ailleurs de système uniquement à base d'aimants. Les aimants sont normalement utilisés dans des systèmes pour changer le calcaire en aragonite, pour éviter que le calcaire ne se dépose dans crasse
la tuyauterie. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. On arrive à remplacer les adoucisseurs par des systèmes qui ne mettent pas du sodium dans l'eau, qui optimisent la qualité de l'eau. Par contre, pour dynamiser de l'eau, personnellement, je ne ferai pas trop côté magnétique. Il n'y a pas dans l'eau naturelle, on n'a pas d'aimant. Enfin, la planète est un gros électroaimant, mais globalement, quand on voit la puissance des fois de ces aimants, c'est à se demander si vraiment on reste dans les critères de l'eau naturelle. Faudrait faire des tests, mais à nouveau, tout ce qui va sortir des paramètres du petit rectangle bleu, on obtient une eau qui est thérapeutique. Donc qui dit eau thérapeutique qui n'est pas dans ces paramètres-là, méfiance, il faut voir ce que ça donne sur le long terme, ça peut être intéressant sur le court terme, mais si ça ne correspond pas à des aliments qui existent dans la nature, attention, méfiance. Et la deuxième question, comme vous avez dit que ça change énormément, enfin que l'eau structurée change tous les 100, je sais pas, vous avez donné... 1000 milliards de fois par seconde, mais bon, c'est pas moi qui ai... Alors qu'est-ce qu'on... Si juste, je sais pas, on fait une prière sur l'eau, après c'est fini, et de toute façon là, tout... Alors si vous faites une prière sur l'eau et que l'eau est à côté d'un poste de télévision qui diffuse les informations, ça va pas le faire. Non, mais si, par exemple, dans une église, il y a une eau... Alors attention dans une église, parce que dans les églises, tous ceux qui ont un petit peu de sensibilité vous le diront, il peut y avoir de très bonnes énergies comme il peut y avoir des énergies absolument lamentables. C'est très fort les églises. Les eaux de Lourdes sont très intéressantes parce que les gens y vont dans l'espoir d'aller mieux et donc sont dans une optique de guérison constructive. C'est eux-mêmes qui ont fait le choix. La plupart, quand même pas mal de personnes dans les églises, on les a obligés à y aller. Et puis, elles sont bêtes. Donc elles pensent à plein d'autres choses, mais pas forcément des choses très spirituelles. Donc pas terrible forcément les églises. Vous ne répondez pas à ma question. Excuse-moi. La question de la non-continuité, puisque vous dites que ça change tous les... Oui. Oui. Alors, je comprends pas. Là. D'accord. Alors une eau correctement structurée, on a fait un test, enfin Christophe Brown, qui est ici présent, que je remercie, qui vient de Zurich, a fait un test avec de l'eau structurée GIE, le système donc qu'on installe sur les canalisations. Il y a 10 ans en arrière, ils ont eu la bonne idée de mettre de l'eau en bouteille en verre. Et puis 10 ans plus tard, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais tout d'un coup ils se sont réveillés en disant tiens, on va analyser cette eau. Ils ont analysé l'eau, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas bougé. Donc ça change pas. Donc une eau bien structurée, correctement conservée, donc idéalement dans du verre, ne bougera pas. Et c'est pour ça que quand on structure correctement une eau, là, elle peut se défendre contre les bactéries, il n'y a pas de risque à la laisser à température ambiante. Heureusement, s'il fallait la boire immédiatement. Oui, Christophe. Alors, pour commenter ça encore un peu plus, les eaux des nappes phréatiques peuvent rester dans ces nappes phréatiques pendant des milliers d'années. Ça, c'est dû à deux effets. Le premier, naturellement aussi important, c'est que cette eau n'est pas exposée à la lumière. Mais l'autre aspect qui est au moins à la même importance, c'est que cette eau a un niveau d'énergie suffisamment élevé pour que les bactéries pathogènes n'ont pas de chance. C'est ça, une énergie vibratoire très importante de faire quelque chose. Qui permet de se défendre. Parce que les bactéries pathogènes ont seulement une chance de faire leur travail, entre guillemets, quand le niveau énergétique d'une eau n'est pas suffisamment élevé. C'est ça. Il faut bien garder à l'esprit que toute filtration est un mauvais traitement supplémentaire à l'eau, qui du coup se retrouve encore plus dévitalisé. Et en plus, il n'y a plus le chlore qui lui permettait naturellement de se défendre. Donc attention, oui. Je suis désolée, j'ai encore une question. Mais C'est passionnant. Du coup, l'eau de pluie. L'eau de pluie serait bonne en soi, sauf qu'elle est complètement dénuée de minéraux. Donc il faudrait la reminéraliser. Et le problème de l'eau de pluie, c'est surtout le contenant. Dans quoi on va le stocker? Comment on prévient la prolifération microbienne, justement, le développement des virus ou des bactéries dans ce récipient. Mais après,
si on la revitalise et si on la reminéralise, et en dépit de ce que disent les pouvoirs publics, pourquoi la reminéraliser? Parce qu'elle est à 0 en minéraux, l'eau de pluie. On mange des légumes. L'eau distillée, c'est pareil. On peut avoir une cure d'eau distillée sur 21 jours. Si... Je pense que l'eau de pluie est minéralisée, très faiblement minéralisée. Alors ça, c'est vraiment un débat qui n'est pas tranché. À un moment donné, on critiquait l'eau osmosée parce qu'il n'y avait pas assez de minéraux. Du coup, tous les fabricants de fontaines d'eau osmosée se sont mis à mettre des cartouches de reminéralisation. Alors qu'en osmose inverse, on est au minimum à 3, 4, 5 mg par litre. Donc il restait des choses. Et en dépit de ça, on leur a demandé de mettre, parce que c'est vrai que la bioélectronique demande entre 10 et 50. L'eau distillée, on est à 0. Donc, voilà, par rapport à ça, si on respecte plus ou moins quand même la bioélectronique, on nous dit qu'il vaut mieux éviter de la boire au quotidien trop longtemps. En cure, très intéressant. Plus longtemps, c'est pas conseillé. Pareil pour les eaux, l'eau de la neige. Enfin, c'est à nouveau, on n'est pas censé boire de l'eau de la neige, même pas très longtemps en tout cas. Dernière question. Madame. Est-ce qu'on pourrait dynamiser en mettant 1 ou 2 granules d'une substance homéopathique? Ah. Alors ça, ça devient une eau thérapeutique, pour ma compréhension. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée à partir du moment où on met une substance médicamenteuse avec un pouvoir thérapeutique précis. Ça devient un remède. C'est pas, on sort de l'eau de consommation courante. Voilà, je vous remercie. Il y a peut-être d'autres questions, ça ne pose aucun problème. On traverse, on fait attention aux trams qui passent, on traverse et j'y réponds avec plaisir. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée pour ceux qui nous quittent. Merci.